Les établissements financiers, quand il y a des co-débiteurs pour un crédit, la consigne, c'est de s'adresser à la femme. Une femme, ça répond, ça fait tout ce que ça peut pour rembourser. Un homme, ça peut ne pas répondre. Une femme, ça répond. Ce reportage diffusé en septembre 2024 sur France Info dit tout d'un phénomène pourtant largement ignoré. Derrière l'endettement des ménages, ce sont majoritairement les femmes qui vivent, gèrent, négocient, bref, travaillent la dette. Or, cette responsabilité est largement fabriquée. Le sentiment de culpabilité, celui qui pousse justement à répondre, à assumer la responsabilité du foyer, à adapter son comportement et son quotidien aux exigences des sociétés financières, tout cela n'est ni inné ni naturel. C'est le fruit d'un long processus entamé avec l'industrialisation et l'idée que la femme serait moins productive que l'homme et aurait de fait une dette quasiment morale à rembourser. La dette, système producteur de hiérarchie à la fois sociale, économique, mais aussi morale, est capable de modifier des systèmes économiques entiers, mais aussi des choix intimes. Qui choisit-on d'épouser? Quelle robe porter pour aller négocier sa dette? À quelle blague accepte-t-on de rire ou non, au risque d'entacher sa réputation et de ne pas bénéficier du crédit dans tous les sens du terme? Et l'on voit que la dette n'est jamais seulement domestique. C'est la conclusion à laquelle est parvenue notre invitée du jour. Elle a passé les dernières décennies sur le terrain, dans l'épaisseur du quotidien, pour reprendre ses mots, où elle a recueilli des témoignages précieux, notamment dans la région du Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde, pour comprendre comment était vécue la dette et ce que cette dernière fait aux femmes. L'ouvrage qui retrace ses années d'observation et d'analyse paraît le 12 février à la Découverte et s'intitule « La femme endettée à l'ombre de la finance mondialisée ». Isabelle Guérin, bonjour. Bonjour Alia Tovine. Vous êtes socio-économiste, directrice de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et au CESMA, le centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques. Vous êtes également affilié à l'Institut français de Pondichéry et vous avez cofondé, pour qu'on soit complet, l'Observatoire des dynamiques rurales et des inégalités sociales en Inde du Sud, que vous co-dirigez actuellement. Alors une première question très vaste, pourquoi Isabelle Guérin s'intéressait à la dette des ménages? On pourrait se dire que c'est parce qu'elle est partout, et vous le dites d'ailleurs dès l'introduction de votre ouvrage, dans les pays dits du Nord, le poids de la dette des ménages est passé de 68% du revenu annuel moyen par habitant en 1995 à 127% en 2021. On est donc très concrètement dans une situation où on emprunte, ce qu'on emprunte représente plus qu'une année entière de revenus. Isabelle Guérin, comment en est-on arrivé là? Comment comprendre cette explosion et à quoi sert fondamentalement cet endettement? Alors, je vais peut-être compléter le chiffre que vous venez de donner par un autre chiffre qui me semble extrêmement parlant. Avec un collègue, Arnaud Natal, on a fait des estimations qu'on donne d'ailleurs dans les premières pages du livre et qui consistent à dire qu'à l'échelle globale, sur l'ensemble de la planète, 30% des familles sont chroniquement endettées. Une famille sur 3 n'a pas de quoi boucler ses fins de mois. Et donc, c'est évidemment plus marqué dans les pays du Sud, mais c'est aussi extrêmement présent dans les pays du Nord. Et avec ce constat très simple, finalement, qu'on ne s'endette pas seulement pour acheter sa maison, pour acheter un frigo, pour acheter une voiture. Non, on vit à crédit parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour manger, pour se soigner, etc. Alors, ça prend des formes très variées suivant les contextes. Découvert bancaire, arriérés de paiement, crédit à la consommation, prêt sur gage. Bon, le type d'endettement est très varié, mais enfin, le constat, il est clair. Une grande partie de la planète vit à crédit. Et pourtant, et là, on se retrouve quand même face à une forme de paradoxe, Isabelle Guérin. Pourtant, et même Hélène Ducourant, qui était là la semaine dernière, nous en parlait. La dette des ménages, la dette qui n'est pas souveraine, on va dire, parce qui n'est pas celle des États, fait l'objet de relativement peu de recherches. Alors Hélène Ducourant me disait que c'est parce que finalement la consommation de façon générale n'intéresse pas tellement les politiques publiques. Vous, comment vous expliquez ce paradoxe que finalement la dette des ménages ne fasse pas l'objet d'un intérêt démesuré, alors même qu'on le voit, ce sont des flux d'argent considérables? Oui, je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que les sources d'endettement sont multiples, fragmentées. Donc, c'est pas forcément facile d'avoir des données agrégées. Les enquêtes statistiques, effectivement, comme vous le disiez à l'instant, ne s'intéressent pas vraiment à ces questions-là et continuent de penser le crédit comme quelque chose de ponctuel, et pas comme quelque chose de chronique. Il faut aussi avoir en tête que la construction de données, c'est aussi quelque chose de très politique. Je vous donne un exemple. À l'échelle globale, on a des données qui existent aujourd'hui, qui sont produites par la Banque mondiale, financées par Mastercard, ce qui n'est certainement pas un hasard, et qui sont les seules données dont on dispose à l'échelle mondiale pour quantifier les pratiques financières des ménages. Et en fait, ces enquêtes, finalement, s'apparentent en quelque sorte à une étude de marché. On s'intéresse davantage à ce qui manque
Et on en conclut qu'il y a un rationnement du crédit et un défaut de ce qu'on appelle l'inclusion financière, sans s'intéresser du tout à l'endettement des personnes. Donc on a cette espèce de paradoxe où on ne compte pas la dette et donc on conclut qu'il manque du crédit, ce qui est complètement paradoxal. Et l'autre paradoxe, Isabelle Guérin, on pourrait se dire aussi, et c'est ce que vous montrez très bien dans l'ouvrage, c'est que cette dette-là, cette dette qui est un peu cachée, cette dette souterraine parce qu'elle est censée être réservée à la sphère domestique, est pourtant un élément clé si on veut comprendre le capitalisme dans sa généralité. Alors là encore, une question assez large, mais qui est fondamentale pour comprendre aussi où on va aujourd'hui. Quel lien faire entre les deux, entre dette et son fonctionnement, et capitalisme et son fonctionnement? Alors ça, je dirais une première chose, c'est que s'intéresser à cette dette chronique, c'est quand même essentiel pour comprendre aujourd'hui les dynamiques de pauvreté et inégalité. Être endetté, c'est pas forcément un problème, tout dépend du coût. Alors là encore, c'est très compliqué d'avoir des chiffres. Dans la région indienne où j'ai travaillé, avec un certain nombre de collègues, on arrive à ce chiffre qui est quand même abyssal et qui, alors c'est un terme un peu jargonneux, le service des intérêts de la dette, c'est-à-dire la part des revenus qui est consacrée au paiement des intérêts et qui est de 30%. C'est-à-dire je gagne 100 roupies, 100 euros, peu importe, 30 est consacré au paiement des intérêts. C'est-à-dire que je travaille 8 heures, plus de 2 heures sont consacrées à payer ces intérêts. Donc on voit bien que une première raison pour laquelle il est absolument central de s'intéresser à ces questions, c'est qu'on peut difficilement comprendre les questions de pauvreté aujourd'hui sans s'intéresser à ça. Oui, parce que ça devient un poste de dépense qui dépasse quasiment celui de l'éducation, de la santé ou de l'habillement. Ça devient fondamental aussi pour les budgets. Ça devient tout à fait fondamental. Bon, on pourrait dire l'Inde, c'est particulier. Aux États-Unis, en 2015, la seule estimation que j'ai trouvée et qui ne porte que sur les cartes de crédit, on est à 9%. C'était en 2015, depuis le crédit a explosé et ce ne sont que les cartes de crédit. Bon. L'autre raison, c'est ce que vous disiez, cette dette, c'est le moteur invisible du système économique contemporain. Alors, pour comprendre ça, je crois qu'il faut revenir au paradoxe constitutif de ce que c'est que le système capitaliste, qui doit à la fois assurer des profits, produire, vendre. Donc il faut s'assurer que les gens puissent consommer. Ces mêmes gens, ils travaillent, donc il faut les payer suffisamment pour qu'ils puissent consommer, mais pas trop pour qu'on puisse avoir des profits. Alors pendant une grande partie du XXe siècle, ce paradoxe, il a été temporairement résolu parce que certains économistes ont qualifié de compromis fordiste, salariat couplé à de la protection sociale. Au cours des dernières décennies, pour plein de raisons qu'on n'a pas le temps de développer, ce compromis c'est sérieusement effrité. Et en fait, qu'est-ce qui remplace ce compromis? C'est le crédit à la consommation. Les États-Unis ont ouvert la voie et depuis, ce système s'est étendu dans tout un tas de pays de la planète. Et on voit une vraie corrélation, Isabelle Guérin, entre les pays où le système, on va dire, social, ou la promesse sociale s'effrite particulièrement, et le niveau d'endettement des ménages. Il y a une vraie corrélation. Il y a une vraie corrélation, tout à fait, mais avec aussi, ça vous l'avez dit pour le cas du Brésil, mais on pourrait élargir au cas de l'Argentine, au cas de l'Afrique du Sud, où en fait, paradoxalement, vous avez la mise en place de politiques de protection sociale et de transferts sociaux auprès des ménages qui sont utilisés comme garantie pour l'industrie financière. Donc finalement, les deux vont de pair. Et donc peut-être pour finir, on a vraiment le crédit comme solution pour permettre à la machine de continuer à tourner et comme subvention indirecte au capital en fait. Je suis employeur, je peux me permettre de payer moins mes travailleurs puisque je sais qu'ils vont pouvoir s'endetter pour finir les fins de mois. Donc on a, c'est en ce sens que la dette est vraiment un véritable moteur du capitalisme. Oui, ce sont les salariés sous-payés, mal payés, qui vont trouver un système pour se débrouiller. Ce système est très souvent celui justement du recours au crédit. C'est aussi ce qu'on voyait avec Simon Bittman il y a quelques semaines pour le cas des États-Unis très, très spécifiquement. Vous avez commencé à nous dire finalement que la dette était très loin d'être neutre, qu'elle était productrice de hiérarchie, alors de hiérarchie sociale, d'inégalités très fortes. Et puis vous nous avez déjà parlé un peu du cas de l'Inde. Je voudrais, Isabelle Guérin, qu'on se demande finalement ce que fait cette dette de façon générale aux individus qui la contractent. Il y a une différence nord-sud importante en la matière, Isabelle Guérin. Est-ce que, de la même façon que la dette nous raconte quelque chose du capitalisme, elle nous raconte aussi la façon dont les relations entre pays dits du Nord et pays dits du Sud se sont structurées, hiérarchisées? Oui, alors l'idée, elle est assez simple. Elle est de dire que la dette hiérarchise parce qu'elle ne pèse pas de la même manière selon la position sociale, politique, géographique des débiteurs. Peut-être la question avec laquelle on peut démarrer, c'est finalement qui paye ses dettes. Ça peut sembler assez simple comme question. Et en fait, l'histoire nous montre
David Graeber, que vous avez déjà cité dans des émissions précédentes, et qui a bien montré qu'à l'échelle historique, celles et ceux qui payent leurs dettes ne sont pas forcément les plus riches, loin de là, mais c'est plutôt celles et ceux qui n'ont pas le choix, qui n'ont pas d'alternative. Hein, et avec cette idée centrale qu'au cours de l'histoire, toutes les personnes dominées, des pauvres, des prolétaires, etc., ont consciencieusement payé leurs dettes, alors que les dominants, propriétaires terriens, des seigneurs, aujourd'hui certains États, certaines grandes entreprises ne payent leurs dettes de manière beaucoup plus discrétionnaire, parce qu'ils ont des marges de manœuvre pour pouvoir négocier, différer, restructurer, faire annuler. Donc la thèse de Graeber, elle s'observe à l'échelle d'une société de classe. Et effectivement, comme vous le disiez, on peut aussi observer ça à l'échelle internationale, entre Nord et Sud, où la dette des pays des Suds illustre parfaitement cette hiérarchie. On parle de dette souveraine. En fait, cette souveraineté, elle est largement fictive, puisque beaucoup de pays n'émettent pas dans leur propre monnaie, dépendent largement des marchés financiers du Nord. Et le résultat, c'est qu'ils remboursent plus que ce qu'ils ne reçoivent. Hein. Donc, ce lien indirect, elle est extrêmement intéressante, cette question, Isabelle Guérin, de savoir qui paye ces dettes. Vous le disiez à l'instant, et c'est ce qu'on peut lire dans votre ouvrage, en haut, la flexibilité et l'arrangement, en bas, la surveillance et la sanction. Ça aussi, c'est une façon de produire de la hiérarchie. Mais alors une question se pose, et puis parce que vous citiez David Graeber aussi, est-ce que dans les sociétés précapitalistes, les dettes engageaient moins, ou alors elles engageaient sans culpabiliser? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Est-ce qu'on est davantage culpabilisé par la dette aujourd'hui? Alors effectivement, c'est vraiment intéressant d'avoir cette longue durée pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il ne faut pas imaginer que c'est le capitalisme qui a inventé les dettes. Il y a toujours eu des dettes. Il y a toujours eu des dettes qui étaient source d'exploitation, de hiérarchie, de domination. Ça, c'est une évidence. En revanche, ce qui change avec le système capitaliste, et là le cas indien est quand même particulièrement intéressant, c'est qu'on voit coexister différents types de dettes. Hein, je m'endette auprès de mon propriétaire terrien, auprès de ma voisine, auprès d'un leader politique local, et ces dettes-là, elles sont négociables. Elles s'inscrivent dans une sorte d'économie morale. Le créancier ne peut pas faire n'importe quoi. Hein, parce qu'il a besoin de s'assurer d'une certaine réputation, d'un certain lien de confiance, etc. Et d'ailleurs, ça se traduit par le fait que les intérêts ne peuvent pas être très très élevés, hein, parce que le prêteur n'a pas intérêt à ce que vous continuez à exister. Le système capitaliste, avec ses compagnies financières qui aujourd'hui sont omniprésentes dans tous les villages indiens, il faut payer à l'heure. Il n'y a pas de négociation. Alors même que les familles dépendent de revenus qui sont non seulement faibles, mais irréguliers. Donc il y a une espèce de disjonction complète entre des dettes qu'il faut payer à l'heure et des revenus qui sont incertains. Et du coup, ceci crée une espèce d'engrenage infernal. Voilà. Mais un engrenage qui est lié à la nature même, finalement, des acteurs qui prêtent, ces sociétés financières. Et puis il arrive une dernière façon dont la dette produit de la hiérarchie et qui se situe, et là on arrive au cœur de votre ouvrage, Isabelle Guérin, c'est ce que vous appelez la dette patriarcale qui, selon vos mots, traverse et redouble toutes les autres. Alors de quoi s'agit-il au juste? Alors oui, donc on a tous ces travaux tout à fait passionnants, Graeber et plein d'autres, qui donc ont montré à quel point la dette était pas seulement quelque chose d'économique, mais quelque chose de moral, de politique, etc. Et finalement, sans s'interroger au genre de la dette, alors qu'effectivement, pour moi, c'est quelque chose qui redouble tout le reste. À la fois parce que ces familles qui vivent à crédit, eh ben, il est temps de dire que en fait, cette vie à crédit, c'est quelque chose de très féminin, hein, avec à la fois des sources d'endettement qui sont plus particulièrement féminines. Je n'ai pas trop le temps de détailler, mais je dirais qu'il y a une spécialisation des femmes dans une partie de la dette qui est tout à fait centrale, c'est le remboursement. Hein. Cette culpabilité-là qu'on vient d'évoquer, qui est très liée aussi à cette financiarisation finalement du système, elle s'applique particulièrement aux femmes. Tout à fait, voilà. Et donc avec les femmes tamoules qui me disent c'est marqué sur notre front, hein, le fait qu'il faille payer, mais pour sortir du cas tamoul, que font les services de recouvrement des HLM en France quand il s'agit de récupérer les loyers? Ils s'adressent aux femmes. Les compagnies de recouvrement qui passent des coups de fil, à qui elles s'adressent? Aux femmes. Alors, il y a plusieurs explications. Je ne suis pas tout à fait la première à m'être posé cette question, même si ça reste quand même des questionnements qui sont très circonscrits à quelques cercles féministes. Elles sont moins mobiles, elles sont plus souvent à la maison, etc. Bon, moi, la question que je me suis posée, qui m'a obsédée tout au long de ces années et qui a produit ce livre, c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond, de plus structurel, de plus existentiel? Et à l'issue de tout ce cheminement, j'en arrive à ce résultat qui finalement est assez simple, c'est que être femme, dans un certain nombre de circonstances, c'est être en dette.
Je suis femme et je dois quelque chose. Je dois quelque chose à mes enfants, soit ils ne sont pas encore là, ils vont arriver, soit ils sont déjà là, à mon conjoint, à la communauté, aux dieux, aux banques, à la nation tout entière. Et cette dette, elle est à la fois morale, elle est financière et elle est aussi sexuelle. Et elle est surtout fabriquée. C'est aussi le fruit d'un très long processus qui ne vient pas de nulle part. Et c'est quelque chose que vous relatez extrêmement bien dans votre ouvrage. Et il faut bien là comprendre la spécificité de ce rapport au crédit qui serait spécifiquement féminin. Il y a donc cette idée de construction sociale, avec ce tournant majeur que représente l'industrialisation, je le disais en introduction. C'est à ce moment-là qu'émerge aussi le concept de femme au foyer, donc qui renvoie aussi à une sphère domestique, et qui va de pair avec l'idée que la gestion de l'argent domestique sera dévolue à la femme. C'est ce que raconte ce reportage de l'émission Vivre au présent, diffusé sur l'ORTF en 1971. Aujourd'hui, elle est tout à son bonheur. La gestion du budget du ménage, ce n'est pas encore un problème. Mais demain, dans sa nouvelle vie, il lui faudra apprendre à gérer l'argent du mois, à maintenir l'équilibre des dépenses, à connaître ses possibilités et ses limites, à faire la part du nécessaire et du superflu. C'est vous qui avez la totale responsabilité du budget du ménage. Oui, c'est moi qui ai la responsabilité du budget. Vous y aviez pensé avant le mariage? Non, pas tellement. C'est pas un problème qui nous avait tellement préoccupés. Et maintenant? Bien, maintenant, on est bien obligé d'y penser. Alors, actuellement, vous n'avez pas de situation? Non, pour le moment, j'en ai pas. Vous disposez donc d'un salaire unique? C'est ça, oui. Alors, comment allez-vous pouvoir équilibrer votre budget? Y avez-vous pensé? Eh bien, oui, justement, j'ai réfléchi à ça. Il y a un certain nombre de dépenses qui sont impératives, oui, comme le loyer, les dépenses auxquelles on ne pense pas quand on n'y est pas habitué, c'est-à-dire le gaz, l'électricité, tout ce qui accompagne le loyer. Et puis alors d'un autre côté, la nourriture, les transports à Paris qui sont assez coûteux, etc. Enfin. Pour vous y retrouver, vous allez utiliser un système? Oui, je vais utiliser probablement le système des enveloppes. Et puis d'autre part, par exemple pour les impôts, je ferai virer directement par ma banque. 3,98 et 200, merci. Madame, vous qui maniez de l'argent toute la journée, avez-vous chez vous votre autonomie financière? Oui, je l'ai. Vous faites ce que vous voulez de votre argent? Oui, surtout depuis que je travaille, j'ai mon salaire, j'en dispose pour les besoins du ménage, pour tous les achats vestimentaires, ce qui permet à mon mari de faire de son budget des achats pour sa construction. C'est-à-dire qu'il fait face aux grosses dépenses? C'est ça. On entend énormément de choses dans cette archive de 1971, mais avant de les décortiquer, Isabelle Garin, il faut bien nous aider à comprendre ce qui se joue dans cette femme au foyerisation, pour reprendre un terme consacré par la chercheuse Maria Mies. Cette idée qu'avec l'industrialisation, on renvoie la femme à cette sphère domestique pendant que l'homme va travailler, sous-entendu travailler de façon productive. Ça a des conséquences en chaîne. Est-ce que c'est à ce moment-là, Isabelle Guérin, que la gestion de la dette des ménages devient une tâche spécifiquement dévolue aux femmes? Cette mise au foyer va de pair avec la gestion du budget, comme on l'entendait à l'instant. Oui, alors femme au foyerisation, c'est un terme un peu compliqué, peut-être qu'il faut l'expliquer. C'est ce processus par lequel les femmes sont définies comme dépendantes des revenus d'un mari, que ce soit le cas ou non. Et donc on a ce processus selon lequel l'industrialisation est allée de pair avec l'émergence d'un modèle familial tout à fait singulier à l'échelle de l'histoire de la planète, qui est une famille nucléaire, avec surtout un homme pourvoyeur de revenus. L'homme gagne-pain, supposément gagne-pain, et la femme, supposément femme au foyer, avec des effets absolument désastreux, et dont on porte encore tout le poids aujourd'hui, puisque à partir du moment où une femme est considérée comme dépendante, elle peut travailler pour un salaire d'appoint, comme on dit, et donc on porte encore aujourd'hui tout ce poids. Et puis surtout, effectivement, elles vont avoir comme lourde responsabilité de gérer des budgets. Vous avez à l'époque tout un tas de débats parmi les économistes aujourd'hui très connus, dont on considère qu'ils ont été des précurseurs dans la manière de penser l'industrialisation, et qui à l'époque se posent plein de questions sur est-ce que les femmes doivent travailler ou pas, à quelles conditions, peut-être pas, parce que ça va concurrencer la main-d'œuvre masculine, et peut-être que ce serait plus efficace qu'elles restent au foyer pour gérer de manière rationnelle des budgets, et qu'il vaut mieux apprendre aux femmes à bien gérer des budgets plutôt que de payer des salaires plus élevés. Donc on a déjà les prémices, et avec une pensée tout à fait supposément scientifique qui objective tout ça en fait.
Et puis l'autre chose très importante avec ce concept, cette notion de femme au foyerisation, tel qu'il est développé, c'est cette c'est très compliqué à prononcer, housewifeification, c'est qu'aussi ce concept-là, ce phénomène-là en tant que tel, s'exporte. C'est-à-dire qu'il ne va pas rester uniquement cantonné aux pays qui s'industrialisent les premiers, il s'exporte et cela a des conséquences aussi sur toutes les régions du monde où ce modèle-là est importé d'une certaine manière, où il finit par prendre racine. Très concrètement, quelles sont les conséquences de cette exportation à partir du moment où on parle vraiment d'un modèle qui est importé? C'est ce que vous dites dans votre ouvrage, Isabelle Guérin. Oui, je dirais juste un mot pour compléter le processus précédent, pour qu'on comprenne bien. C'est-à-dire que avant tout ce processus d'industrialisation, femmes au foyer, etc., les familles étaient déjà endettées. La société était vraiment une société de crédit, mais ce qui n'était pas forcément déshonorant. Ça le devient à partir du moment où l'homme gagne-pain est supposé être autonome financièrement. S'endetter devient émasculant, contraire à un idéal de masculinité, c'est là que naît la et honte. donc laissé aux femmes. Donc on a vraiment ce processus d'émasculation lié à la dette, et du coup une spécialisation des femmes dans ces questions d'endettement. Ce qui ne veut pas pour autant dire, Isabelle Guérin, que les femmes ont moins honte que les hommes de gérer la dette. Non, mais elles ont l'obligation. On leur laisse la honte de la dette, en fait. Et donc, pour revenir à votre question sur l'exportation, oui, à partir des années 60, dès les années 60, à partir de plusieurs canaux, ce modèle homme gagne-pain, femme au foyer va s'exporter, que ce soit dans des politiques d'industrialisation où on va embaucher des petites mains qui vont faire du textile, assembler des jouets, etc. Et avec toujours cette idée qu'elles sont dépendantes financièrement d'un homme et que donc on peut les payer moins cher. Et puis tout ce qui relève des politiques de développement, les années 60, la mode des petits projets où on va cantonner les femmes à de la broderie, du petit élevage, etc., jusqu'aux politiques contemporaines de microcrédit. Ce modèle s'est exporté. Des politiques de microcrédit qui effectivement reposent aussi sur cette tendance-là, sur la présence et le travail fourni par les femmes en termes de gestion de la dette. Je vous propose d'écouter les témoignages de Sindhu, ouvrière agricole originaire de l'état du Maharashtra, et d'Anita Devi dans la région du Bihar, qui raconte aussi ce rapport au crédit. De février à juin, on n'a pas de travail. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Il faut bien payer la nourriture, les frais médicaux. Ils proposent des prêts, alors moi, je les prends. Je n'ai pas le choix, j'ai des bouches à nourrir. Je prends de nouveaux prêts pour rembourser ceux d'avant. J'essaye de dire aux autres femmes du village de ne pas tomber dans ce piège comme moi je l'ai fait. Je leur dis, ne prenez pas de prêts, ou vous vivrez cet enfer comme moi. Mon fils travaille comme cultivateur. Et à cause de ça, il n'a pas pu se marier. Il a 30 ans maintenant. J'ai dû contracter un prêt auprès d'un agent de crédit pour pouvoir le marier. En général, il est plus difficile pour les femmes d'avoir des prêts. Nous, on veut aider les femmes. C'est pour ça qu'on donne des prêts aux femmes. Les grandes banques ne prêtent qu'aux grandes entreprises. Il n'y a que les entreprises de microfinance comme nous qui donnent facilement des prêts aux gens pauvres dans le besoin. Ce dernier témoignage, c'est celui d'un salarié d'une agence de microcrédit qui explique donc qu'il ne prête qu'aux femmes, dans un reportage de France 24 diffusé en novembre 2023. Isabelle Guérin, tout ce qu'on vient d'évoquer, ce sentiment de la honte aussi, qui naît à la fois de cette exportation de ce modèle de femme au foyer, mais aussi plus généralement de la financiarisation du créancier. Dans quelle mesure les sociétés financières comptent justement sur cette féminisation de la gestion de la dette? Dans quelle mesure le fait que la dette soit justement gérée par les femmes est un facteur de prospérité quelque part pour ces sociétés financières? Oui, quand on lit l'historique de ce microcrédit, qui est né il y a une trentaine d'années à peu près, alors il y a le fameux Mohamed Younous avec la Grameen Bank et qui raconte qu'assez vite, il se centre sur les femmes pour des raisons d'équité, de justice sociale, parce qu'elles sont plus pauvres, elles ont davantage exclu, enfin, tout ce qu'on a entendu dans le documentaire. On veut aider les femmes, très bien. Quand on décortique l'histoire de la Grameen Bank,
On voit qu'en fait, au départ, ce n'était pas du tout le cas et que progressivement et assez vite, en fait, les agents de crédit se sont rendus compte que les femmes étaient beaucoup plus dociles, beaucoup plus disciplinées, beaucoup plus sensibles à la pression sociale. Et c'est cette raison qui a expliqué que l'on se soit centré sur les femmes. Et là où se met en place un cercle vicieux que vous décrivez avec beaucoup de force dans votre ouvrage, Isabelle Guérin, c'est que finalement, tout cela va inciter aussi à mettre en place de nouvelles normes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le crédit monétaire, on va dire, est fondé sur des enjeux de réputation, la façon de se tenir, la façon de se présenter, les bonnes manières quelque part aussi, les femmes, et notamment indiennes que vous avez pu rencontrer, se conforment aussi à ces attentes-là. Ce sont des attentes qui touchent à l'intimité, au physique aussi. On pourrait presque parler d'un changement culturel, d'un changement normatif de ce point de vue-là. Ce que la dette fait aux femmes, ça touche aussi l'intimité, Isabelle Guérin. Mon corps est la dette, m'avait dit une femme une fois. Et alors on a parlé de chiffres. Donc moi je suis économiste de formation, donc il faut chiffrer les choses parce que si on veut transformer un problème en problème public, il faut des chiffres. On est dans une société où ce qui n'est pas compté ne compte pas. Et en même temps la dette c'est beaucoup plus que ça. C'est des sentiments, des émotions, c'est des angoisses quand on sait que l'huissier va venir taper à la porte. Il faut faire bonne figure, puisqu'il faut aussi faire en sorte que la famille ne soit pas affectée par cette humiliation. Et puis, il faut mettre son corps en gage aussi. Il faut sourire, il faut séduire parfois. Montrer aimable. Il faut parfois passer à l'acte sexuel pour maintenir sa solvabilité. Et donc, avec 2 collègues indiens, Santosh Kumar et Venkata Subramanian, on a observé la naissance, l'émergence, l'expansion considérable de ce marché du crédit féminin et on a vu le corps des femmes se transformer en même temps. Isabelle Guérin, puisqu'on est aussi sur ce que fait la dette à cette dimension beaucoup plus intime de la vie des femmes, dans quelle mesure la recherche d'une femme qui sait gérer la dette, qui sait accomplir ce travail de la dette, est devenue un critère de sélection maritale aussi? Est-ce qu'on a observé ça? Oui, complètement. Tout à l'heure, on parlait de la révolution industrielle qui s'est accompagnée d'un changement radical dans les formes de parenté. On pourrait dire aussi des formes de sexualité, puisque la femme au foyer, il faut qu'elle consacre sa sexualité à la sexualité reproductive, conjugale, ce qui n'était pas forcément le cas dans le passé. Le cas du Tamil Nadu est un miroir grossissant en fait de ces processus et c'est là où il y a une certaine forme d'universalité qui est tout à fait intéressante et où effectivement l'explosion de ce marché du crédit féminin, il est allé de pair avec une transformation radicale de qui se marie avec qui couche avec qui, pour dire les choses un peu crûment. Et pour résumer de manière très brève, il y a une trentaine d'années, les hommes cherchaient plutôt des paysannes costaudes, comme les femmes disent elles-mêmes, capables de travailler la terre et qui disposaient d'une certaine liberté sexuelle. Et puis aujourd'hui, les hommes cherchent plutôt des femmes aimantes qui dédient leur sexualité à la reproduction et au couple et qui s'occupent de leurs enfants et qui gèrent les dettes. Et qui s'occupent également du budget. Et c'est là où on voit un autre cercle vicieux se mettre en place, c'est que ce travail de la dette, et vous l'expliquez très bien, prend énormément de temps, à tel point que certaines femmes doivent renoncer au travail salarié qu'elles avaient antérieurement, à mi-temps ou à plein temps. Et on voit que tout un cercle vicieux se met en place. Vous racontez aussi, nous n'aurons pas le temps de l'aborder, vous racontez aussi comment gérer cette dette peut être un facteur d'émancipation, est en tout cas devenu un problème politique aussi, dont se saisissent un certain nombre de collectifs qui mettent en avant cet asservissement de la femme à la dette. Je renvoie donc les auditeurs et les auditrices à votre ouvrage, Isabelle Guérin, La femme endettée à l'ombre de la finance mondialisée, qui paraît à la découverte. Un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et vous restez avec nous, car tout de suite, on retrouve le fil écho d'Alexandra Roulet.